La conjugaison en japonais. Il faut savoir qu'en japonais, on peut conjuguer deux sortes de choses. On peut conjuguer les verbes et les adjectifs en i. On avait vu que les adjectifs en i étaient également appelés adjectifs verbes, donc ils peuvent se conjuguer. On a vu comment, par exemple, former la forme négative des adjectifs en i. Dans cette leçon, on va se concentrer surtout sur les verbes. Et chose bonne à savoir, c'est que effectivement, da et des, je vous l'ai mis à part parce que même si c'est considéré comme un verbe, il est quand même extrêmement particulier et il se comporte différemment des autres verbes. On va voir tout ça en profondeur dans cette leçon. Bon à noter, c'est qu'on ne va pas voir toutes les conjugaisons possibles en japonais, évidemment, parce qu'il y en a énormément et que ça n'aurait pas de sens. Ça n'a pas de sens de voir tout d'un coup. Nous, ce qu'on va voir, c'est la base qui va permettre d'appréhender par la suite les conjugaisons avec facilité. Parce qu'il faut savoir qu'en japonais, la conjugaison repose sur un système qui est quand même très particulier et qui simplifie vachement la chose plus tard dans votre apprentissage. C'est-à-dire qu'on ne va pas, par exemple, voir toutes les formes maintenant, comment exprimer le désir, ce genre de choses, mais que si vous comprenez les bases que je vais vous enseigner dans cette leçon, eh bien, quand on verra la forme du désir, on pourra la former très simplement grâce aux connaissances qu'on aura acquis à travers cette leçon. Jusqu'à présent, on a vu ce type de tableau où il y avait une forme neutre, une forme négative, une forme polie et une forme polynégative avec l'inaccompli et l'accompli. Je vous avais expliqué que le japonais reposait énormément sur ces deux temps. L'inaccompli qui du coup pouvait être soit le présent, soit le futur, c'est que l'action n'était pas terminée, soit l'accompli qui est, nous, ce qu'on appelle généralement directement du passé. Pour simplifier un petit peu le tableau, je vous ai mis à la place de neutre ici, je l'ai élevé et j'ai mis affirmatif. Donc effectivement, en fait, on va avoir deux registres de langue, on va avoir le registre neutre et le registre poli, et on va avoir à chaque fois la version affirmative et la version négative. Et ensuite, on reste avec nos deux temps jusqu'à présent. Donc ça, ce sont les quatre conjugaisons, on va dire, de base qu'il faut absolument maîtriser, puisque en fait, toutes les autres conjugaisons que l'on fera se termineront forcément par quelque chose qui appartient à une de ces 8 catégories. C'est pour ça qu'on va voir ce tableau et qu'on va étudier comment les verbes se comportent à l'intérieur. Par exemple, on a déjà vu le verbe da. On a vu que da, c'était la forme neutre affirmative et que la forme poly-affirmative, du coup, qui correspondait, était des. Des. Maintenant, pour former la forme négative, on va utiliser ceci, dewanai. Dewanai. Dewanai, c'est quelque chose qui est super intéressant, on va y revenir. Donc par exemple, si je dis otokoda, ça veut dire être en homme. Être en homme. Mais si je dis otoko dewanai, c'est la version négative, donc ne pas être en homme. Ne pas être un homme. Remarquez au passage des wa. En fait, ce sont les deux particules qu'on a vues jusqu'à présent. Littéralement, ce que vous dites quand vous dites otoko dewanai, c'est que vous dites otoko de, donc dans la limite de l'homme, vous mettez le wa derrière, donc qui veut dire en ce qui concerne la limite de l'homme, nai n'existe pas. Donc, il n'existe pas en ce qui concerne dans la limite de l'homme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout simplement, ça veut dire ce n'est pas un homme. Parce que le nai, je vous rappelle, c'est l'adjectif en i qu'on a vu dans la leçon d'avant qui veut dire ne pas exister, ne pas exister. Et c'est ce nai que l'on va utiliser pour former les formes négatives des différents verbes. Mais remarquez bien que voilà, le verbe da, à la forme négative, ça devient dewanai, et que en fait c'est logique au niveau des particules japonaises, c'est quelque chose qui est intéressant à noter. Donc vous pouvez évidemment apprendre par cœur que da devient dewanai, mais c'est pour vous montrer que ça sort pas de nulle part et que c'est super logique le japonais à ce niveau-là, c'est assez intéressant à noter. Dans une phrase un petit peu plus complexe, on pourrait dire anoshito wa otoko dewanai. Anoshito wa otoko dewanai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cette personne là-bas, donc anoshito, je vous rappelle, c'est cette personne. En ce qui concerne cette personne, ce n'est pas un homme. Chose très intéressante à noter également, c'est que nai, je vous rappelle que c'est un adjectif en i. Et la particularité du coup de la forme négative, c'est que ça va transformer le verbe en adjectif en i. Et dewanai, c'est un adjectif en i. C'est-à-dire qu'on peut dire otoko dewanai hitoda. C'est une personne qui n'est pas un homme. Vous voyez, otoko dewanai, ne pas être un homme, hito. C'est une personne qui n'est pas un homme. Et ensuite on a da, voilà, c'est une personne qui n'est pas un homme. Ça, c'est super important à noter que la forme négative, ça devient un adjectif en i. Autre chose intéressante à noter, c'est que dewa, ça sera très souvent contracté à l'oral en ja. Donc on peut dire otoko dewanai ou otoko janai, le sens est le même. Alors sachez que c'est pas forcément mal poli de contracter, c'est-à-dire que là effectivement on est passé par en nai, mais on peut imaginer que si derrière on continue la phrase et qu'on met en verbe poli derrière, la phrase serait quand même polie. C'est certes un petit peu moins formel que de passer par la forme complète dewa, mais ça se voit très souvent même en langage poli, voilà, de contracter en dewa en ja. Donc ça, retenez-le, que ja c'est la forme contractée de dewa, vous le verrez très souvent. C'est également utilisé dans l'expression jamata qu'on avait vu. Jamata, en vrai, littéralement, c'est dewa mata. Dewa mata. Il veut dire, je rappelle, sur ce à plus. Sur ce à plus. Donc voilà. Dewa sera très souvent contracté en ja. Maintenant, on va voir comment est-ce que l'on conjugue les verbes. On avait déjà vu le verbe wakaru, qui voulait dire comprendre. On avait vu ce tableau. Je vous avais dit que pour le moment, vous pouviez l'apprendre plus ou moins par cœur et qu'on verrait comment est-ce que l'on forme exactement tout ça dans une future leçon. Cette leçon, c'est celle-là.
Et on va également voir comment est-ce qu'on forme la forme négative passée. Pour les verbes, il y a vraiment une chose primordiale à connaître. C'est ce tableau des canas. Ce tableau des canas, je vous rappelle qu'on a ici les 5 voyelles A, I, E et O, et que tous les verbes, on avait vu, terminaient forcément par un okoligana de la ligne des E. Alors je vous ai grisé ici cette colonne parce que effectivement ça c'est une colonne un petit peu bonus qu'on a collée à la fin du tableau. Voilà, il n'y a pas de verbe qui termine par O, donc c'est forcément par un de ces canaux-là. Même pour être plus précis, il n'y a pas de verbe qui termine par U, donc on peut également griser cette colonne, ce qui nous donnerait un tableau simplifié comme ceci. Absolument tous les verbes en japonais, du coup mis à part da, terminent par un kana de cette ligne-là. Et ça c'est super important parce que ce qu'on va appeler conjugaison en japonais, en vrai c'est plus proche de déclinaison sur lesquelles on colle des auxiliaires. En fait, ce qu'on appelle conjugaison en japonais, c'est une construction d'un verbe qu'on va décliner pour le passer à une base et sur lequel on va coller un auxiliaire. Donc nous, on a vu par exemple la lenyoke, qu'on avait également appelée la tige en i, qui est du coup celle qui correspond au i. On passe de e à i, donc par exemple, on avait vu que wakaru, ça devenait wakali, et on pouvait coller mas. Que ale, vous voyez, le c'est ici, on passe à ali, et ça devient ali, mas. Et ça, ce mas, c'est en auxiliaire. Donc pour le moment, nous, on a vu cet auxiliaire mas de politesse. Il faut savoir que sur la tige en i, on peut également coller par exemple tai, qui exprime le désir, ou so, qui exprime l'idée de cela semble. Donc wakaliso, ça veut dire il semble comprendre. Par exemple, wakalitai, ça veut dire vouloir comprendre. Vous n'avez pas besoin de les apprendre pour le moment, je vous les montre juste pour vous montrer que c'est possible. On verra ces différentes formes dans des cours complets, en temps et en heure, avec des phrases d'exemple, etc. On va pas surcharger ce cours, ça sert à rien de tout apprendre dans le cours. Retenez juste ça, que le japonais repose sur cette base plus auxiliaire et que tous les auxiliaires s'attachent à une base bien précise. Donc pour le moment, nous on a vu la base en li, on a également vu la base en la. Je vous rappelle, pour former le négatif, on avait vu wakaranai, ne pas comprendre. Donc vous voyez que en fait, la base, c'est ce u final que l'on va décliner et ensuite on va coller l'auxiliaire. Sachez que vous ne pouvez pas coller nai sur n'importe quelle base. Nai se colle forcément sur la base en A, sur la tige en A. Voilà, tous les auxiliaires se collent sur une base bien précise. À chaque fois qu'on verra un nouvel auxiliaire, on verra sur quelle base il se connecte. Par exemple, mas, il se connecte sur la tige en I, nai, il se connecte sur la tige en A. Bon, à noter, ici par exemple, on a wakarareru, ça ne se dit pas vraiment en japonais, voilà, c'est possible, c'est-à-dire que grammaticalement c'est correct, maintenant l'usage fait que ça ne se dit pas forcément. Donc ce que je vous invite, c'est pas de apprendre par cœur tout ça, c'est juste de réaliser que le japonais existe sur cette formation de base plus auxiliaire. Les auxiliaires, ça peut être soit des verbes, par exemple, mas, ici, c'est un auxiliaire, le, c'est également des verbes, donc des verbes auxiliaires. Ça peut également être des adjectifs, tai, c'est un adjectif en i, nai, c'est un adjectif en i. Ça peut également être des noms. Donc, so, c'est en nom. Donc voilà, les auxiliaires, ça peut être toutes sortes de choses. Et que les verbes, ça marche un petit peu comme des Lego et ça va devenir le dernier type, c'est-à-dire la dernière base qu'il y a. Par exemple, si vous terminez par un mas, ça va être un verbe. Mais si vous terminez par un nai, comme wakaranai, ça va être un adjectif en i. Et du coup, on peut utiliser wakaranai comme un adjectif en i. Donc on peut dire wakaranai kanji, kanji, donc les kanji que l'on ne comprend pas. Les kanji que l'on ne comprend pas. Wakaranai kanji. Vous voyez qu'on utilise nai exactement comme on utiliserait un autre adjectif en i. Enfin, on utilise pour être plus précis wakaranai comme adjectif en i. Parce que wakaranai, même si c'est un verbe qui est conjugué, il fonctionne désormais comme un adjectif en i. Et on peut donc faire toutes les modifications que l'on ferait avec un adjectif en i. Petit piège pour la forme négative, regardez ici, voilà, c'est la seule exception du tableau, c'est que effectivement le kana final u ne va pas se transformer en a, mais on va dire wa. Donc si je vous donne un exemple, pour iu, qui veut dire dire, on va pas dire ianai, on va dire iwanai. Parce que c'est plus facile à prononcer, c'est la seule exception de tout le tableau. Apprenez-la, en vrai c'est assez instinctif. Donc iu ça devient pas ianai mais iwanai. Et ensuite, ici je vous montre qu'on a également deux autres tiges, par exemple on a la tige en e, on peut coller le, ça forme le potentiel, wakare le potentiel, et la tige en o, ça devient donc, par exemple ici le, ça devient lo, pour lequel on peut rallonger, pour donner wakaro, qui exprime le volitif, ou le volitionnel, qui exprime la volonté. Pareil, vous n'avez pas besoin de savoir exactement ce que font tous ces temps pour le moment, c'est juste pour vous montrer que tout ça c'est possible. Et observez bien ce tableau. Combien est-ce que vous voyez de couleurs dans ce tableau? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 couleurs. C'est-à-dire qu'il y a 5 formes différentes. Et le nom de ces verbes en japonais s'appelle les verbes godan. Vous verrez parfois dans les ressources françaises des gens qui disent que c'est les verbes du groupe 1. Je préfère ne pas passer par les noms français parce que les noms japonais en fait sont ultra utiles pour comprendre le phénomène. Voilà, là je vous le mets pour que vous ne soyez pas déstabilisé au cas où. Parfois ça s'appelle groupe 1, mais retenez godan. Est-ce que vous connaissez le kanji? Ce kanji se lit go, justement. Alors ça c'est godan, en fait c'est le mot. Go c'est 5, je vous rappelle, 5. Et dan, ça veut dire des niveaux.
Alors peut-être que si vous faites un art martial japonais, vous connaissez déjà, par exemple, quand vous passez vos ceintures en karaté, après je sais qu'il y a Ichidan, Nidan, etc. Ou peut-être qu'on dit en français, j'ai plus premier dan, je sais pas si on dit premier dan ou premier dan du coup en français, mais bref, c'est pour dire les niveaux. Godan, ça veut donc dire 5 niveaux, parce que vous voyez qu'en fait, on peut décliner ces verbes sur 5 niveaux différents. Les deux autres groupes en japonais, qu'on appelle parfois groupe 2 et groupe 3, ça va être Ichidan, donc Ichidan littéralement ça veut dire un niveau, on va voir exactement pourquoi est-ce que ça s'appelle Ichidan juste après. Et enfin, il va y avoir les verbes irréguliers, sachant que les verbes irréguliers, en japonais, il n'y en a que 2. Il y a le et que le. Alors, un petit peu à nuancer parce qu'il y a des verbes qu'on va appeler légèrement irréguliers ou demi-irréguliers, c'est-à-dire que globalement, ils ne le sont pas, ils ont juste certaines formes bien précises qui sont légèrement différentes. C'est par exemple le cas de ale. Alors, ale, on peut deviner la forme polie, affirmative et négative. En fait, on les a déjà vues et elles marchent de manière régulière. Ça donnerait ali-mas. Je rappelle que 2, on le transforme du quasatige en i, ça devient ali. Donc alimas et alimasen, pour ne pas exister à la forme polie négative. Maintenant, la forme négative de ale, en forme neutre, qu'est-ce que c'est? On pourrait croire que c'est alanai, mais ce n'est pas alanai. Je rappelle que ale, ça veut dire exister. On a déjà vu comment on disait ne pas exister en japonais. Est-ce que vous en rappelez? En fait, ça se dit directement nai. Voilà, donc ça, il faut le savoir que ale à la forme négative, ce n'est pas alanai, c'est directement nai. C'est la petite exception, voilà, c'est un verbe qu'on va considérer un petit peu comme spécial, sans qu'il soit irrégulier, il a un petit point de vigilance ici. Maintenant, si on prend ce verbe, est-ce que vous arrivez à remplir ces 3 cases-là? IU, à la forme négative, on a vu qu'on le passait à s'atigeant A. Attention, c'est pas IA, mais ça vient de devenir IWA. Pour U, on a vu que c'était pas A, mais WA. Donc IWA, nai. IWA, nai. Et pour la forme polie, on transforme le E final en I, ça devient donc I, et on colle mas. Donc imas, imasen. Pour hanasu, on transforme en sa pour la forme négative, donc hanasa nai, hanasa nai. Et pour la forme polie, ça devient hanashimas, hanashimasen. Pour savoir dans quel ordre est-ce que l'on regarde ce tableau, généralement, en fait, on va décider en premier temps si on passe à la forme neutre ou polie, et ensuite si on fait affirmatif ou négatif. Parce qu'effectivement, si on est poli, on n'a pas besoin de passer à sa forme en anasa, vous voyez, on va directement passer à la forme en i. Donc anashi, et ensuite on va pouvoir coller soit l'affirmatif, soit le négatif, par exemple anashimasen. Et dans un dernier temps, en japonais, on va choisir le temps. Donc l'inaccompli ou l'accompli, par exemple. Par contre, chose bonne à noter, c'est que si le verbe il arrive en milieu de phrase, encore une fois, on ne peut pas passer par la forme polie. On ne peut pas dire wakarimasen kanji. Ça sera forcément wakaranai kanji. Pourquoi? Parce que, comme pour les adjectifs en i, on ne peut pas passer par la forme polie en milieu de phrase. La politesse, elle arrive que sur le verbe en fin de phrase, en fin de proposition. Donc wakarimasen kanji, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que c'est bien important de connaître également la forme neutre. La forme neutre est ultra importante, même la forme neutre négative. Je sais qu'il y en a qui vont se dire oui, j'ai envie de parler que poli, du coup c'est pas très utile. Non, 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 il faut quand même la connaître, elle sera indispensable, même dans un japonais poli. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que cette fonction de base plus auxiliaire, ça marche vraiment comme de Lego. C'est-à-dire qu'on peut par exemple dire je vais passer par le causatif, donc le causatif ça serait faire comprendre, et transformer ça en wakaraseru, et dire cette forme causative, je vais la passer à sa forme polie par exemple. Et du coup, ça marcherait comme en verbe, donc ça serait wakara semas. Alors pourquoi ce serait semas directement? On va le voir après parce que c'est le est en verbe ichidan, on le verra en détail après, mais par exemple, on pourrait également, plutôt que le dire à la forme polie, le dire à la forme volitionnelle. Wakara sero, genre faisons-le comprendre, faisons-le comprendre. Donc ça marche vraiment comme des Lego, et ce tableau, ça arrive à la fin. C'est-à-dire qu'on va faire d'abord toutes les modifications avec tous les différents auxiliaires, et que à la fin, sur le tout dernier verbe, ou sur la toute dernière partie, on va choisir si c'est neutre ou poli, on va choisir si c'est affirmatif ou négatif, et enfin on va choisir le temps. Donc un exemple avec le verbe qu'on a vu jusqu'à présent, on pourrait dire Eigo wa hanashimasen, pour dire je ne parle pas anglais. Ça marche parce que hanashimasen, il arrive en fin de phrase, et qu'il n'y a rien derrière. Donc là on peut dire oui, hanasu, ok, c'est en fin de phrase, à quel temps je veux le passer? Je veux le passer à sa forme polie, donc déjà on sait que ça va être hanashi, et ensuite vous dites négative, présent, donc hanashimasen. Eigo wa hanashimasen, en ce qui concerne l'anglais, je ne le parle pas. C'est pour dire je ne parle pas anglais. Maintenant, il nous reste à voir plus en détail les verbes ichidan et irréguliers. Alors, ichidan, pourquoi c'est ichidan? Je vous rappelle que godan, on avait 5 terminaisons possibles. En fait, ichidan s'appelle ichidan parce que il n'y aura qu'une seule base possible. Donc, ichidan, si on reprend cette ligne-là, on a par exemple tabe le, eh bien, sa base, c'est qu'on va enlever le final et on va garder juste le tabe. Du coup, on supprime le final. Et on va coller les auxiliaires qui nous intéressent derrière. Par exemple, tabemas, tabetai, tabeso, tabenai, tabelalele, tabesasele, tabelalele. Pourquoi il y est en 2 fois? On aura l'occasion de le revoir plus tard quand on verra le potentiel et le passif. Et tabeyo. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on a juste en fait
pris le final et on l'a supprimé tout bonnement. C'est pour ça qu'on les appelle ichidan. Ils n'ont qu'une seule batte. Nous, en verbe ichidan, jusqu'à présent, on avait vu le verbe iru, qui veut dire être. Donc, essayez de le conjuguer. Donc, on supprime juste le final et on colle les différents auxiliaires. Donc, au négatif, je vous rappelle, c'est quoi l'auxiliaire? C'est nai. Du coup, ça donnerait inai. Inai n'existe pas pour les êtres animés. Donc ça nous permet de différencier d'ailleurs alu et ilu à la forme négative. Donc alu, ça devient juste nai, alors que ilu, ça devient inai. Et maintenant, aux formes polies, ça donnerait imas et imasen. Vous voyez, on supprime le et on colle les auxiliaires. Le petit piège, c'est que les verbes ichidan, en fait, on peut parfois se demander quel verbe est ichidan ou godan. Pourquoi? Parce que les verbes ichidan, alors il faut savoir que c'est forcément des verbes qui terminent par ilu ou elu. Alors pour parler son ilu ou elu, hein, c'est pas forcément le kana i, ça peut être par exemple shilu ou selu par exemple. Voilà, c'est pas en son i ou e plus le. Des exemples, ilu qu'on vient de voir, on a tabelu qu'on a vu également qui veut dire manger, et on a okilu qui veut dire se réveiller. Donc si on les met dans un tableau, voilà, tabelu, ça donne tabe nai, puisqu'on supprime le lu, voilà, tabe nai, tabe mas, tabe masen. Maintenant, le piège, c'est de se dire comment je sais si ilu c'est en verbe godan ou ichidan. Parce que ce n'est pas parce qu'un verbe termine par ilu ou elu que c'est forcément en ichidan. Je sais que là, ça peut un peu causer la confusion, mais c'est comme en français. C'est pas parce qu'un verbe termine par ir qu'il est forcément du deuxième groupe. Il peut également être du troisième groupe. Vous voyez, il y a des verbes en ir dans les deux groupes. Pour les verbes ichidan en japonais, c'est pareil. C'est pas parce qu'un verbe termine par elu ou ilu qu'il est forcément du deuxième groupe. C'est qu'il est forcément ichidan. Ça va dépendre des verbes. Comment le savoir? En vrai, ça va être l'expérience. Il y en a qui apprennent des listes de verbes ichidan et de verbes godan. Moi, je vous déconseille de le faire. Ça ne sert absolument à rien. C'est comme quand, en français, vous voulez conjuguer mourir. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Attends, mourir, est-ce que c'est un verbe du deuxième ou du troisième groupe? Ça finit en ir. Donc, ça pourrait être du deuxième groupe. Mais non, en l'occurrence, c'est troisième groupe. Non, vous ne réfléchissez pas. Vous dites, oui, je meurs, tu meurs, il meurt, etc. Ça vous vient naturellement. En japonais, ça va être pareil. En fait, à force de s'exposer à la langue, la conjugaison va nous venir naturellement. Le piège, ça va être pour les personnes qui cherchent à produire trop tôt dans leur apprentissage. Je vous rappelle que nous, là on en est dans le bootcamp, je vous déconseille de produire de manière non cadrée. Donc je vous déconseille d'essayer de conjuguer comme ça des verbes que vous avez vus pour la première fois, surtout sans faire des recherches ou quoi. Donc vous n'aurez pas besoin en fait d'apprendre des listes de verbes. Pourquoi? Parce que le moment où vous produirez, vous aurez déjà suffisamment de connaissances internalisées, acquises, pour avoir en instinct sur si le verbe est godan ou ichidan. Et ensuite, pourquoi est-ce que je vous déconseille de l'apprendre par cœur? C'est parce que si vraiment vous voulez produire, vous pouvez utiliser des dictionnaires comme Yomi-chan. Et regardez ici, je mets ilu ici. Ici, ilu, ça nous dit verbe godan. Hein? Vous n'avez pas dit que c'était ichidan? Et ça, on va se pencher dessus parce que c'est ultra intéressant. En fait, ilu, écrit en kana, il a deux sens. C'est en fait un homonyme. Ça peut vouloir dire avoir besoin de quelque chose. Mais ça peut également vouloir dire être, exister. Alors vous pouvez voir que les kanji ne sont pas les mêmes, mais ce sont deux mots qui sont extrêmement souvent écrits directement en hiragana. Et quand ils sont écrits en hiragana, on ne peut pas les différencier, du moins à la forme neutre présent. Mais si vous regardez ici, ilu, comme je vous ai dit, être, ici, on a bien verbe ichidan. Vous voyez, il y a marqué V1, donc 1, je vous rappelle, c'est pour ichi, donc verbe ichidan. C'est-à-dire que c'est un verbe ichidan. Donc on peut voir qu'avec Yomi-chan ou avec un autre dictionnaire, si c'est un bon dictionnaire, on vous indiquera quel est le groupe du verbe. Et ici, par contre, on a verbe godan. Vous voyez, godan. Donc vous voyez qu'un verbe qui termine par ilu, ça peut être ou ichidan ou godan. Vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur, il faut juste savoir ce phénomène pour que, quand vous le verrez plus tard dans des phrases de japonais, vous compreniez ce qui se passe. Le plus important, c'est ça, c'est pas de savoir par cœur quel verbe est godan ou ichidan, c'est de pouvoir comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que si par exemple vous voyez ceci, inai ou ilanai, dans les deux cas, vous comprenez ce qui se passe. Alors, essayez de deviner, là c'est la première fois, ça sera peut-être un petit peu dur. Est-ce que vous voyez ce qui se passe avec ce que je viens de vous dire avant sur le verbe ilu? Ici, en fait, on a pris le verbe ilu, et regardez, le il est où? Il a disparu, et on a collé nai. Donc, on peut se douter que c'est un verbe ichidan. Du coup, c'est le verbe exister. Donc, inai, c'est ne pas exister, à la forme négative. Alors que ilanai, ilanai, ça serait ilu. Vous voyez que là, on a le qu'on retrouve, qui est à la forme en a, donc ida, et on a collé nai, ilanai. Donc, on peut comprendre que c'est le verbe ilu également, mais que ce n'est pas le verbe ilu de exister, c'est le verbe ilu de avoir besoin. Avoir besoin. Et ça, c'est bon à savoir pour vous, sachant que, encore une fois, en cas de doute, vous pouvez vous utiliser les dictionnaires, et que si vous descendez, alors inai, effectivement, il y a pas mal de synonymes, notamment au niveau des noms, mais vous voyez que Yomi-chan est très fort pour ça, pour vous trouver le nom,
et vous dire à quelle forme il est conjugué. Donc là, il vous dit que c'est ile, être, à la forme négative. Si je passe sur ilanai, là, il trouve ile, mais l'autre ile, il trouve ile, avoir besoin, et pareil, il vous dit que c'est la forme négative. Donc voilà, surtout les amis, évitez cette erreur de chercher à apprendre par cœur des listes de verbes ichidan. Je vois trop d'élèves faire ça et perdre du temps là-dessus. Ça ne sert à rien, ok? C'est comme en français, ça ne sert à rien de savoir quels verbes sont du groupe 3 pour conjuguer de manière naturelle et rapide dans une conversation. C'est important de savoir qu'il existe différents types de verbes. C'est important de savoir qu'il existe les verbes godan, ichidan et irréguliers pour que quand vous les croisez, vous comprenez ce qui se passe, mais ça ne sert à rien d'apprendre par cœur quel verbe appartient à quel groupe. Ça va venir avec l'expérience, surtout qu'on a quand même les dictionnaires pour nous aider en cas de doute. Au niveau des verbes irréguliers, par contre, on va y revenir parce qu'ils sont super importants. On a sele, donc sele, il faut savoir qu'à la forme négative, ça devient shinai. Voilà, c'est pas sulanai, c'est shinai à apprendre par cœur. La forme polie, c'est shimas. La forme négative, c'est shimasen. Vous les verrez tellement souvent que ça va finir par rentrer très vite. En fait, par exemple, on l'a déjà vu dans onegai shimas. Onegai shimas, en fait, c'est onegai sele, mais à la forme polie. Donc onegai shimas, littéralement, ça veut dire je vous fais la demande, je vous fais la demande. Onegai, ça en veut, une souhait, une demande. Donc voilà, onegai shimasu, je vous fais la demande. Et il faut savoir que c'est exactement comme ça que l'on va conjuguer tous les verbes sele, en fait. Parce qu'un verbe sele se conjugue sur le pattern de sele. Donc par exemple, benkyo sele, à la forme polie négative, ça va donner benkyo shimasen. Vous voyez, ça va être le même pattern que pour sele. Donc voilà, sele, vous pouvez l'apprendre par cœur, c'est quand même super important. Vous le verrez tout le temps, tout le temps. Ensuite, l'autre verbe irrégulier, ça va être kuru. Alors ici, vous l'avez tout en kanji, et quand on a tout en kanji, l'irrégularité se voit pas trop. Alors on peut le deviner un petit peu là sur le nai, ça paraît très bizarre, c'est pas kuranai. Voilà, pareil, ici c'est pas kurimas, ici c'est pas kurimasen, ça peut paraître un petit peu bizarre. En fait, quand on voit les kanji, ça se voit pas trop, mais il faut savoir que ça se prononce de manière particulière. C'est pour ça que là, je voulais marquer en hiragana. Kuru, à la forme négative, ça devient konai. Donc attention, ça s'écrit comme ceci, vous voyez, avec le kanji de ku, mais ça va se lire ko. Ça va se lire ko. Donc c'est konai. Konai, ne pas venir. Pour venir à la forme polie, ça va être kimas. Et pour à la forme négative, ça va être kimasen. Ça paraît, c'est un verbe irrégulier, donc il faut l'apprendre par cœur. Maintenant, si on retourne sur nos verbes réguliers. Par exemple, on a hanasu, hanasanai, hanashimasu, hanashimasen. Pour la forme polie affirmative, on l'avait déjà vu, c'était hanashimashita. Hanashimashita. Donc ça, pour le moment, on l'a appris par cœur. Vous pouvez apprendre par cœur que voilà, les verbes à la forme polie négative, on remplace le mas, si vous voulez, par un mashita. Mashita. Et la forme négative passée, ça va être masen deshita. Masen deshita. Donc vous voyez que la forme polie, c'est simple. En fait, on passe toujours le verbe à sa tige en i et on colle l'auxiliaire. Donc soit mas, masen, mashita ou masen deshita. Ça, ce sont vraiment les 4 formes que vous pouvez apprendre par cœur parce que vous les verrez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, pour les verbes ichidan, du coup, ça va être en fait très proche. C'est juste que on passe pas la tige en i, on supprime juste le lu final. Voilà. Donc on a imas, imasen, imashita, imasen deshita. Vous voyez que c'est le même pattern, c'est juste qu'on supprime le lu final. Maintenant qu'on a vu ça, pour parler de la forme accomplie neutre, il va falloir qu'on introduise une notion qui est la forme en ta. La forme en ta, c'est une forme accomplie, passée, qu'on avait vue notamment dans wakatta. Wakatta, je vous l'avais introduit comme ceci. Vous avez dit oui, pour le moment, apprenez-le par cœur, on verra comment est-ce que l'on forme cette forme. Donc ça, wakatta, ça veut dire avoir compris, c'est du passé neutre. Comment est-ce qu'on la forme? Pour les verbes ichidan, comme ile ou tabele, on va encore une fois supprimer le final, comme on fait toujours, et on va directement coller ta. Donc c'est très simple. Donc ile, ça devient ita, tabele, ça devient tabeta. Donc par exemple, ile, on peut remplir ici, voilà, à la forme affirmative accomplie, ça devient ita. Maintenant, il faut savoir autre chose, c'est que pour la forme négative accomplie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la forme négative, vous voyez, inai, et on va ensuite coller le passé. Donc on n'a pas encore vu comment est-ce qu'on passait un adjectif en i au passé, on va le voir maintenant. Pour ce faire, on transforme le i en katta. Katta. Donc par exemple, kawaii, ça veut dire être mignon. Kawaii katta, ça veut dire c'était mignon, était mignon. Isogashi, être occupé. Isogashi katta, avoir été occupé. Nai, ne pas exister. Nakatta, n'existait pas. Vous voyez, ça permet tout simplement de passer ces adjectifs à la forme passée, sachant qu'on peut les utiliser de la même manière. Par exemple, si vous voulez dire ma petite sœur qui était mignonne et non pas qui est mignonne, vous allez dire kawaii katta imoto au lieu de kawaii imoto. Vous voyez, ça marche exactement de la même manière, c'est juste qu'on peut le mettre au passé. Petite exception du coup pour i, je vous la donne pour le moment, on ne l'a pas encore vu. Voilà, i, on avait vu que c'était un adjectif un petit peu particulier. En fait, au passé, ça ne va pas devenir ikatta, ça va devenir yokatta. Yokatta, voilà, comme ceci. Donc le i se transforme en yo. On verra exactement pourquoi plus tard quand on le verra
en contexte, je vous le donne juste pour les curieux. Ce qui nous donne donc maintenant un tableau complet. Pour les verbes ichidan, on a un tableau complet. Donc on a iru, inai. Pour la forme affirmative accomplie, on supprime le final pour le remplacer par ta, ça devient ita. Et pour la forme négative, du coup, on passe de inai à inakatta. Inakatta. Maintenant, pour les verbes neutres godan, eh bien, on peut déjà former le négatif accompli puisque c'est le même pattern. En fait, on s'appuie sur nai, donc ça va être asanakatta, asanakatta. Vous voyez que ça remplace encore une fois le nai par nakatta. On place le nai par nakatta. Maintenant, pour la forme ici accompli passé, les choses peuvent se corser un petit peu puisque ça va dépendre de la terminaison du verbe. Alors là, ce que je vais vous dire, les amis, c'est pour que vous compreniez. Sachez encore une fois que vous n'avez pas à l'apprendre par cœur. Pour la même raison que je vous expliquais avec les verbes godan et ichidan, les différencier, c'est que ça va venir avec l'expérience. Vous n'avez pas besoin de connaître par cœur, comme en français, quand vous parlez, vous n'avez pas besoin de connaître vos tables de conjugaison par cœur. C'est-à-dire que ça, vous l'aurez dans la leçon écrite et en cas de besoin, vous pourrez l'utiliser comme référence. Et ça va finir par s'ancrer naturellement. Donc vous pouvez essayer de l'apprendre, mais perdez pas trop de temps à essayer de l'apprendre bêtement par cœur. Ça va vraiment venir avec l'expérience et ça devrait devenir instinctif. Donc je vais quand même vous expliquer ce qui se passe pour comprendre le phénomène. Le premier groupe qu'on a, ça va être utsuru. Utsuru, il faut savoir qu'en japonais, ça veut dire transmettre, transmettre. Donc c'est un moyen mémotechnique pour le retenir. Voilà, utsuru. Remarquez bien qu'il y a en dessous, ici au milieu, eh bien, les verbes qui se terminent par e, se ou le. Alors, sauf les verbes ichidan, je vous rappelle, les verbes godan qui se terminent par le. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un petit se et ça va être ta. Donc voilà, utsuru, vous voyez qu'il y a en dessous ici. On le retrouve, ça va devenir ta. Pour nu, be, me, remarquez, ce sont des sons nasaux. Nu, be, mu, ça passe par le nez. Et bien ça va se retrouver dans la terminaison où ça va être nda. Nda. Alors, pourquoi est-ce que c'est la forme en ta mais ça prend en da? Bah, ta et da sont très proches. Vous voyez que ta, c'est en da nasalisé. Donc voilà, même si on l'appelle forme en ta pour simplifier, parfois ça peut être en da. Donc ici, avec ne, be, me, on va remplacer le kana final par en nda. Nda. Pour que et gue, c'est quoi la différence entre que et gue? Est-ce que vous vous rappelez? Que ce n'est pas voisé, gue c'est voisé. Et c'est quoi la différence entre ita et ida? Bah, ita, ce n'est pas voisé, ida, c'est voisé. Donc vous voyez qu'on respecte en fait le pattern de voisement. Donc les verbes qui se terminent par que, ça va être ita. Les verbes qui se terminent par gue, ça va être ida. Et enfin, les verbes qui se terminent par se, ça va être shita. Alors sachant que shita va être prononcé avec un dévoisement, donc ça va être shita. Shita. Je vais vous montrer des exemples après et vous aurez ce tableau de référence dans tous les cas dans la leçon écrite. Les exceptions, on a que le qui est irrégulier, on avait vu, ça va devenir kita, kita. On a ce le qui est irrégulier également, qui va devenir shita. Et on a iku qui n'est pas totalement considéré comme irrégulier, mais qui est un petit peu particulier, vu qu'en fait, il va s'appuyer sur une classe qui n'est pas la sienne. Ça ne va pas devenir iita, ça va devenir itta. Itta, voilà, itta. Ça, c'est bon à savoir, le iku qui veut dire aller. Donc, si par exemple, on prend hanase, ça va nous donner, je rappelle, ce, ça devient shita, donc hanashita. Et ça, il y a quelque chose de super intéressant à remarquer, les amis. Regardez la forme polie. On a hanashimasu, et je vous avais dit que c'était un auxiliaire. Hanashimasu. Regardez ce que ça donne. Hanashimashita. Vous voyez qu'il suit le même pattern. Donc voilà, c'est bon à noter que hanase, ça suit ce pattern. Shita, vous pouvez l'apprendre très facilement comme ceci. Ce, ça devient shita, comme hanashimasu devient hanashimashita. Si on prend le verbe yu, est-ce que vous arrivez à voir ce que ça donne? Donc yu, éventuellement, je vous remets le tableau. U, donc E, c'est ici, donc ça va devenir ita, ita, avec une pause entre le i et le ta. Voilà, on a ita, ita, vous voyez? Et à la forme négative, ça va être iwanakatta. Et ça, pareil, vous n'avez pas forcément besoin de l'apprendre par cœur parce que ça va venir avec l'expérience, sachant qu'en cas de doute, encore une fois, si vous passez Yomi-chan dessus, vous voyez, il nous dit que c'est dire et il nous trouve que c'est la forme passée. Le but, c'est surtout de comprendre la théorie sur comment c'est formé. Vous n'avez pas forcément besoin de connaître toutes les règles par cœur. Maintenant, on va essayer avec A2. Est-ce que vous y arrivez? Alors déjà, essayer avec Nai. Nai, ça va donner simplement Nakatta. Donc, pareil, c'est pas à la Nakatta, ça reste Nakatta. On passe de Nai à la forme négative. Maintenant, la forme affirmative accomplie, le, je rappelle, utsulu, donc ça va être atta, atta. Maintenant, on va revenir sur da. Donc, je rappelle que c'était da, dewa nai, des. La forme négative, c'est dewa arimasen. Dewa arimasen. Alors, pourquoi c'est dewa arimasen? Il faut savoir que da, on en avait parlé un petit peu, c'est la contraction en fait de de ale, et que des, c'est la contraction de de alimas, et que ça se retrouve un petit peu dans le tableau de conjugaison. Donc, c'est vrai que des, voilà, à la forme polynégative, ça donne dewa alimasen. Vous voyez que le nai, on retrouve le nai qui est en lien avec alimas, et ça va devenir, voilà, dewa alimasen. Vous pouvez l'apprendre par cœur, c'est juste pour montrer que ça ne sort pas de nulle part. Donc, dewa alimasen. La forme passée, ça va être data, donc ça, vous pouvez l'apprendre par cœur. Data,
datta. La forme polynégative, donc on passe de dewanai à dewanakatta, dewanakatta. Des, on a regardé en se, donc ça devient deshta. Deshta, là c'est le même pattern. Et la forme négative, ça va être dewa alimasen deshta, forme négative poly. Donc dewa alimasen et on rajoute le fameux deshta derrière. Dewa alimasen deshta. Pour les verbes irréguliers, donc on a que le qui devient konai, kimas, kimasen, ça on l'avait vu. Passé, on a dit kita. Négative, du coup, on part pareil sur le konai, donc ça donne konakatta. Konakatta. Ensuite, ça va être kimashita, kimasen, deshita. Normalement, pas de grosses difficultés. Pour ce le, ça va être ce le, shinai, shimas, shimasen, shita, shinakatta, shimashita, shimasen, deshita. Pareil, si vous avez compris les lignes du haut, les lignes du bas devraient être en fait assez évidentes. On a donc vu la conjugaison en japonais. J'ai bien conscience qu'il nous reste plein de choses à voir, notamment les différentes formes, etc. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien de tout apprendre par cœur. On les verra en temps et en heure. Par exemple, quand on croisera du potentiel, et bah à ce moment-là, on parlera du potentiel. Ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs et d'essayer de tout apprendre par cœur, c'est contre-productif. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les verbes, il y a 3 groupes. Il y a les verbes godan, go ça veut dire 5, parce qu'ils peuvent avoir 5 terminaisons différentes sur lesquelles on colle des auxiliaires. Ichidan, ce qu'on fait, c'est qu'on supprime le final et on colle les auxiliaires. Donc ils n'ont qu'une seule tige. Et irrégulier, voilà, c'est que le et ce le, il y en a 2, on peut les apprendre par cœur. Que la conjugaison en japonais, ce qu'on appelle conjugaison en japonais, ça repose sur la déclinaison des verbes, plus on colle des auxiliaires. Que l'ordre, c'est toujours politesse, négation, temps, et que on fait d'abord la déclinaison avec les auxiliaires. C'est-à-dire qu'on colle autant d'auxiliaires que l'on veut, et que à la fin, on décide politesse, négation, temps. Je vous invite vraiment à vous aider de Yomi-chan en cas de doute, puisque Yomi-chan est capable plus ou moins précisément de comprendre quel temps est utilisé. Alors, c'est pas fiable forcément à 100%, mais pour les débutants, ça aide beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à vous aider de Yomi-chan quand vous voyez un verbe à une forme que vous ne comprenez pas forcément. Et essayez comme ceci de, quand vous voyez un verbe conjugué, comprendre les phénomènes qui se sont passés. En tant que débutant, vous n'avez pas forcément besoin d'essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire de prendre un verbe et essayer de le conjuguer. On le fera un petit peu dans les exercices pour que vous essayez de comprendre un petit peu le système, mais ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez besoin de faire de manière intensive. Par contre, faire l'inverse, c'est très utile. C'est-à-dire de voir un verbe conjugué dans une phrase et essayer de remonter pour voir comment est-ce qu'il a été transformé. Et enfin, on a vu la forme en ta qui sert à exprimer le passé. Sachez que la forme en ta va nous être super utile parce que par la suite, on verra également une autre forme très utilisée, la forme en t, qui s'appuie sur le même pattern que la forme en ta. Voilà, c'est juste qu'à la place de ta, on va avoir t. On verra en temps et en heure ce qu'elle fait exactement. Ce qu'il faut vraiment retenir, voilà, c'est ce tableau des kanas pour les verbes godan et comment est-ce que l'on forme en ta. Voilà, je vous mets ça pour que vous en rappelez. Vous n'avez pas forcément besoin de l'apprendre par cœur, il faut juste que vous preniez conscience de ce phénomène et que quand vous analysez des verbes, voilà, vous pouvez vous en aider en référence, prendre ce tableau sous les yeux pour vous aider à comprendre comment est-ce qu'un verbe a été transformé. C'était l'introduction à la conjugaison en japonais.